Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 19h. À la surprise générale, le comité Nobel a mis l'Europe à l'honneur. Le prix Nobel de la paix revient donc à l'Union européenne et couronne plus d'un demi-siècle d'action en faveur de la réconciliation et de la démocratie. François Hollande foule le sol africain pour la première fois depuis son mandat. À Dakar aujourd'hui, à Kinshasa demain. Le président de la République était très attendu. Tournée hautement symbolique 5 ans après le discours controversé de Nicolas Sarkozy. À Dakar également. Nous y reviendrons en détail avec nos invités en plateau, Antoine Glaser et Elikia Bokolo. Les victimes de l'amiante se font entendre afin notamment que l'on n'oublie pas les milliers de morts. C'est aujourd'hui leur journée internationale. Mais d'abord, l'Union européenne à l'honneur et c'est une surprise. Le prix Nobel de la paix a été accordé à l'Europe pour les multiples réconciliations engagées depuis des décennies. Mais c'est aussi pour le comité Nobel norvégien un moyen d'encourager l'Union au moment où elle traverse une crise majeure. Les réactions à cette annonce avec Cécile Sixou. Le comité Nobel norvégien a décidé que le prix Nobel de la paix 2012 est attribué à l'Union européenne. Enfin, une bonne nouvelle pour l'Europe, distinguée pour sa contribution depuis 60 ans à la paix sur son territoire. Je dois avouer que lorsque je me suis réveillé ce matin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une si belle journée. C'est avec une grande émotion que j'ai appris la nouvelle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. En créant la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952, puis en signant le traité de Rome 5 ans plus tard, l'Europe pose ses fondations sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale. Elle choisit l'union économique pour éviter de nouveaux conflits. Nous étions en guerre pendant des siècles. Nous avons eu 2 guerres mondiales, des guerres civiles. Nous avons mis fin à tout cela avec l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est sur d'autres fronts que l'Europe se bat, celui de la crise économique et financière. Cette récompense sonne donc comme une piqûre de rappel. Seule l'Union peut faire vivre l'Europe. L'euro n'est pas qu'une monnaie. Elle est aussi l'idée que l'Europe est une communauté de paix et de valeurs. Reste maintenant à choisir qui ira chercher le prix à Oslo en décembre prochain. François Hollande a également réagi, estimant que c'était un grand honneur fait à l'Europe. Des propos tenus de Dakar par le président de la République qui vient de terminer un discours devant l'Assemblée nationale sénégalaise. Le chef de l'État sur le continent africain, une image et des mots surtout très attendus. 5 ans après les paroles polémiques de Nicolas Sarkozy au même endroit, François Hollande a voulu imprimer sa marque. On l'écoute. Mais je veux maintenant vous dire ma volonté de renouveler la relation entre la France et l'Afrique. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique, avec des relations fondées sur le respect, sur la clarté et sur la solidarité. Et avec nous pour ce plateau, pour commenter le discours de François Hollande, Elikia Bokolo, bonsoir, vous êtes universitaire et écrivain, et Antoine Glaser, journaliste et écrivain également. Antoine Glaser, un commentaire là, ce qu'on vient d'entendre sur la fin de la France-Afrique? Oui, bien sûr, enfin, François Hollande n'est pas le premier à annoncer la fin de la France-Afrique, mais il faut savoir que la France-Afrique, en fait, existe depuis très longtemps. Ce qu'on appelle la France-Afrique, maintenant, sont des réseaux. Mais la France-Afrique de la guerre froide, c'était vraiment un système intégré, politique, militaire, financier, verrouillé, cadenassé. Mais la France-Afrique, c'est le côté affairisme. Mais c'est vrai qu'il dit, François Hollande dit France, voilà, c'est la fin de France et Afrique. Il aurait pu dire, il y a l'Afrique et la France, dans le sens que l'Afrique est totalement mondialisée. Supposons même qu'il y a un chef d'État français qui voulait perpétuer une relation personnelle, privilégiée ou incestueuse. On est quand même dans une autre période historique. Je veux dire, après la chute du mur de Berlin, c'est anachronique de parler effectivement de France-Afrique. Elikia Bokolo, vous avez été consultée par le chef de l'État pour la rédaction de ce discours. Quand vous l'avez rencontré, quelles étaient ses préoccupations, quelle était sa volonté profonde dans ce discours?
Bon, il y avait évidemment d'une part une volonté de rupture, hein, comme cela a été dit tout à l'heure. Et elle est là, la rupture, avec son prédécesseur? Oui, en tout cas dans le discours, on le voit. Et aussi, de sa part, une volonté d'être en prise directe avec l'Afrique réelle. Alors nous, on lui a dit que l'Afrique réelle, c'est d'abord les jeunes, pour qui toute cette histoire de la France-Afrique, c'est du Moyen-Âge. Hein, et c'est d'autre part une Afrique... où les associations, les intellectuels, les artistes, on l'a très bien vu dans le cas du Sénégal, sont très très actifs. C'est une Afrique qui voit certains pays du continent avoir des taux de croissance, un dynamisme économique important. Et donc c'est cette Afrique-là qu'il attendait et qui voulait qu'il parle. Moi je pensais qu'il parle non seulement comme le chef d'État de la France, mais comme un président socialiste. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez que François Hollande a répondu aux attentes des Africains? Pour l'instant, ce sont les paroles. Il faut attendre les actes. Je suis complètement d'accord avec Bokolo. C'est sur l'histoire du fait que les dirigeants français jusqu'à présent ont été très proches des présidents qui ont été cooptés par la France pendant la période de la guerre froide et qui sont souvent restés au pouvoir pendant 30-40 ans. Je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il faut quand même, un jour ou l'autre, aller au-devant des sociétés civiles africaines, de la jeunesse africaine, et jusqu'à présent, ça n'a jamais été fait, parce que les présidents à l'Élysée ont tout de suite été verrouillés par les dirigeants, en disant vous occupez pas de notre politique intérieure, ne vous ingérez pas, et puis nous on vous garantit nos matières premières, le fameux deal de la guerre froide. On est dans une autre période historique. C'est l'un des soucis dans ce discours de François Hollande, c'est de ne pas paraître interventionniste. D'ailleurs, il a dit ne plus parler de coopération, mais de développement. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous lui avez soufflé? Oui, oui. Coopération, ça c'est un mot qui est très mal connoté dans le contexte africain. Quand on dit coopération, on dit tromperie, on dit rouerie, on dit coup bas, on dit enveloppe, valise, etc. Et donc là, je pense que c'est un nouveau discours. Alors, j'ai pas entendu la totalité du discours. Nous, on a beaucoup parlé aussi de la question des visas, qui est évidemment une question importante, puisque, comment dire, la langue française aujourd'hui est portée en grande partie par l'Afrique. Alors là, il l'a abordé d'une manière, en fait, en disant que les étudiants devaient, enfin, la France allait aider les étudiants à rester chez eux, à pouvoir étudier et travailler chez eux. Donc, il a quand même dit qu'il allait faciliter au niveau des intellectuels, au niveau de la culture. Il a donné. Mais alors pour les jeunes. Oui, mais par rapport à Youssou N'Dour aussi, le ministre sénégalais de la Culture, sur les problèmes des visas et autres, c'est vrai que on sentait bien la rue à Dakar. Les jeunes, c'est pas tellement l'histoire de France-Afrique, c'est les visas. C'est disent vous nous verrouillez, vous parlez de francophonie, vous nous verrouillez, on peut pas venir chez vous, on va plus facilement au Canada ou aux États-Unis. Donc ça, c'est vrai que c'est un langage qui est nouveau, puisque jusqu'à présent, l'Afrique est toujours vue comme terre d'immigration, au secours, etc., etc. Donc c'est vrai que ça, c'est un langage qui est nouveau, même si, voilà, je veux dire, la France a vraiment exporté dans ces pays toute son administration extrêmement lourde, et ça pèse. Un langage nouveau, François Hollande à Dakar, on se souvient tous du discours de Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que, pour vous, il y a une vraie rupture avec François Hollande? Alors, François Hollande ne voulait pas répondre au discours de Nicolas Sarkozy. Mais évidemment, Dakar, tout le monde l'attendait au tournant. C'est symbolique. Bien sûr, il n'était pas obligé d'aller à Dakar. Il doit aller à Kinshasa. Et l'arrêt à Dakar, je pense, ça donne à entendre autre chose que le fameux discours de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est, je pense, un président qui est peut-être un peu mieux informé que ne l'était Sarkozy il y a 5 ans. François Hollande, lors de son discours, est également revenu sur la situation au Nord Mali. On va écouter le sonore du chef de l'État et puis on le commente après. La France, je l'ai dit aussi, à travers ses ressortissants dans cette région, a été attaquée et agressée. Le Mali a fait appel à la communauté internationale et demande un soutien. Nous devons le lui apporter. En ce moment même où je m'exprime, une résolution au Conseil de sécurité est en train d'être délibérée. Elle permettra de donner un cadre légal à ce que les Africains décideront eux-mêmes d'engager.
Alors sur, ces propos, est-ce que la diplomatie française est un petit peu coincée en porte-à-faux entre la volonté d'intervenir ou de soutenir l'intervention, mais en même temps, on entend François Hollande qui dit que c'est aux Africains de gérer leur crise. C'est une situation extrêmement complexe et c'est très difficile pour François Hollande parce qu'en même temps, c'est pas possible que la France ne fasse rien. Tous ses partenaires considèrent que c'est toujours dans sa zone d'influence. En même temps, on sent que la France est quand même isolée. On n'entend pas beaucoup ses partenaires européens sur le sujet. On sent que les Américains sont en deuxième ligne. Et puis, l'acteur caché, masqué de cette affaire-là, c'est l'Algérie. Je veux dire, ça, la clé de l'affaire du Nord Mali, c'est en Algérie. Et comme François Hollande doit aller en Algérie début décembre, et Emmanuel Valls, je crois, dans les prochains jours, je pense que là, c'est là où c'est le dossier le plus sensible dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est vraiment là où il va y avoir, où François Hollande va voir concrètement comment renouer avec une nouvelle relation avec l'Algérie pour justement, il y a 1400 km de frontières entre l'Algérie et le Mali. La clé est en Algérie. C'est quelque chose dont également vous avez parlé avec le président de la République avant ce discours sur justement cette situation au Sahel. Oui, on en a parlé et il a écarté, on était d'accord avec lui, l'idée d'une intervention directe au sol. Et donc, toutes les autres possibilités sont ouvertes, évidemment, en tenant compte de l'acteur caché, qui est l'Algérie, bien sûr. Sans l'Algérie, il n'y a pas de solution. Et de toute façon, ce problème ne concerne pas seulement le Mali, mais c'est à terme l'ensemble du Sahel qui est en cause. Alors, au-delà des propos présidentiels, il y a en toile de fond de la visite des vues intéresser le continent africain, Eldorado pour les grandes entreprises françaises, même si depuis plusieurs années, la Chine gagne du terrain. L'état des lieux des intérêts français en Afrique, c'est avec Paul Bouffard. Si François Hollande veut le changement dans les relations entre la France et le continent africain, pour les entreprises françaises, l'Afrique reste bel et bien une terre d'investissement. Même si les contrats privilégiés, les implantations facilitées sont moins flagrantes, les grands groupes français sont omniprésents. À l'image d'Areva, premier producteur mondial d'uranium. Il exploite les gisements au nord Niger. Autre présence, le champion français de l'hôtellerie, Accor. Le groupe annonce un renforcement, 5000 chambres supplémentaires en Afrique, soutenues par un fonds spécial subsaharien. Autre phénomène grandissant, l'accaparement de terres arables. Des milliers d'hectares en Afrique seraient tombés aux mains de grands groupes français. Champion en la matière, le groupe Bolloré, via son entreprise Socfin, il serait présent dans 43 pays africains, à la tête notamment de plantations et d'infrastructures logistiques. Pourtant, le continent africain, ce n'est que 4% du commerce extérieur français. Un continent aux prises avec la concurrence, Brésil, Inde, mais surtout Chine. On parle désormais de Chine-Afrique. Les investissements de Pékin ont doublé, à hauteur de 20 milliards en 2012. Alors Antoine Glaeser, la France a-t-elle les moyens de concurrencer la Chine sur le terrain économique en Afrique ? La difficulté pour les grands groupes français, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de grands groupes qui ont travaillé quand même pendant quasiment un demi-siècle en étant protégés avec des appuis politiques et parfois l'argent des contribuables français. Donc c'est vrai qu'il y a une remise à niveau souvent à effectuer. C'est vrai que on a vu Areva par exemple. Areva, ils ont plus les moyens dans le gisement d'Imouraren, qui est le plus grand gisement qu'ils veulent exploiter au Niger. Ils ont déjà fait rentrer la Corée du Sud et sans doute bientôt demain des Chinois. Donc on voit que c'est vrai que, on parle de la Chine, mais il y a la Turquie, il y a le monde entier maintenant dans les salles d'attente des présidents africains. Donc c'est vrai que les choses sont en train de changer. Et on a vu comment François Hollande, il a dit d'une façon un petit peu paternaliste d'ailleurs aux Africains, mais attendez, on va vous aider à négocier avec les grands groupes. Mais les Africains, ça fait longtemps qu'ils n'attendent pas François Hollande, avoir les structures juridiques. Mais c'est vrai que là, les données ont totalement changé, et c'est vrai que les Français qui sont installés sur place, c'est vrai qu'il y a une concurrence qui jusqu'à présent, avec un coup de fil à un président africain, on avait le contrat. Maintenant, il y a des appels d'offres internationaux, et les choses deviennent plus compliquées. Encore une fois, l'Afrique se mondialise 2 fois plus vite que la France. Et les Bokolo, avec la fin de la France-Afrique, si c'est le cas, c'est aussi un manque à gagner pour la France qui perd du terrain économique. Qui perd du terrain en Afrique francophone.
mais je crois qui marque des points dans le reste de l'Afrique. L'un des paradoxes, c'est que beaucoup de pays anglophones ont aujourd'hui des structures, des cadres administratifs et des taux de croissance qui sont plus intéressants que beaucoup de pays francophones. Donc on voit le dynamisme des entreprises françaises, pas seulement dans la partie qui était longtemps le précaré, mais de plus en plus dans des pays qui aujourd'hui ont un dynamisme plus important. Un pays comme l'Ouganda aujourd'hui voit des entreprises françaises là où il y a 15 ans il n'y en avait presque personne. Et comme chaque soir, nous avons posé une question à nos internautes avec le nouvelobs.com. La France peut-elle encore jouer un rôle majeur en Afrique? Et alors la réponse des votants, c'est non à 58%. Le mot de la fin, Antoine Glaser, un commentaire? Le mot de la fin, c'est que c'est une erreur. Il faut regarder une carte, il faut regarder la géographie. Autant la France au Proche et au Moyen-Orient n'a pas du tout de levier, pas d'impact. Je veux dire que ça soit le Maghreb, l'Afrique subsaharienne, c'est le continent. Il faut quand même rappeler qu'il y aura 2 milliards d'Africains en 2050. Mais ce sera la puissance, une des puissances mondiales au niveau du continent, même si c'est une Afrique très complexe, très diversifiée, mais une puissance énorme. Très bien. Merci, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Avec un peu moins de 70% des voix, la motion portée par Harlem Désir arrive en tête. Un score un peu décevant, alors que l'objectif, il y a quelques jours, était d'atteindre les 90%. Stéphane Hessel crée la surprise. Sa motion arrive en 3e position. Ce vote n'a pas suscité un grand intérêt auprès des militants socialistes, avec à peine plus de 50% de participation. Nathalie Guillouard. On nous disait qu'il n'y aurait pas de diversité. On nous disait qu'il y aurait un score à la soviétique, voire à la coréenne. On nous disait que parce qu'il y avait une grande motion de rassemblement, le débat n'aurait pas lieu et les différents points de vue ne s'exprimeraient pas. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Face à son score en demi-teinte, Harlem Désir doit se justifier. Oui, malgré cette motion portée par Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault, il y a eu débat. Un tiers du parti n'a pas voté pour cette motion majoritaire. C'est l'aile gauche qui crée la surprise avec 13,4% des voix, à la grande satisfaction de Marie-Noëlle Lienemann. Je pense que l'aile gauche se porte bien parce que l'attente sociale s'est exprimée à ce congrès. La nécessité de ne pas s'enfermer dans la rigueur budgétaire s'est affirmée dans ce congrès. Le tandem Gaëtan Gore-Juliette Méadal a raflé 5,2% des voix, un signe positif pour la conseillère du 14e arrondissement de Paris. Ça montre que malgré la tentative d'intimidation d'une motion qui est composée en grande partie par les membres du gouvernement, les militants sont libres de s'exprimer. Des militants qui sont de nouveau appelés aux urnes le 18 octobre. Le face-à-face opposera Harlem Désir et Emmanuel Morel, premier signataire de la motion de l'aile gauche du parti. 16 ans d'attente pour les victimes de l'amiante, 16 ans que la première plainte pour empoisonnement a été déposée en cette journée internationale des victimes de l'amiante. Une centaine d'entre elles étaient réunies aujourd'hui au Sénat. Objectif, faire condamner pénalement les responsables. Flora Sauvage. Les chiffres font froid dans le dos. 100 000 morts dues à l'amiante en France entre 1995 et 2025. Scientifiques, médecins et victimes de l'amiante du monde entier étaient réunis ce matin au Sénat pour la journée internationale des victimes de l'amiante. J'ai été contaminée par mon lieu de travail. En fait, j'étais secrétaire administrative dans un établissement scolaire, un vieil établissement. Et dans le bureau où je travaillais, pendant 18 ans, il y avait une plaque d'amiante derrière le poêle à gaz. Yveline est une veuve de l'amiante. Elle a perdu son mari il y a 2 ans d'un cancer des poumons. Il travaillait sur les chantiers navals de Dunkerque. Vous savez, quand vous voyez votre mari qui crache ses poumons et qui maigrit, on dirait, moi le jour qu'il est décédé, ma fille a dit comme ça qu'on aurait dit qu'il sortait d'un camp de concentration. Si l'indemnisation des victimes de l'amiante existe, aujourd'hui la question des poursuites pénales se pose, comme l'explique l'avocat de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Il reste sur le plan pénal la reconnaissance de la responsabilité des industriels et des pouvoirs publics. Et là, par rapport à l'Italie, nous sommes en retard, puisque dans une affaire Eternit, en février dernier, le tribunal correctionnel de Turin a condamné les responsables industriels à des peines de 16 ans d'emprisonnement ferme, alors qu'en France, nous n'arrivons toujours pas à l'organisation du procès pénal que les victimes demandent. Cela fait 16 ans que la première plainte pour empoisonnement et homicide volontaire a été déposée. 16 ans que les victimes attendent un procès au pénal.
Et avec nous pour parler du sujet de la semaine au Sénat, Tam Tranui, bonsoir. Bonsoir. Et cette semaine, le Sénat a ratifié le traité européen. La ratifiée à une large majorité, 307 voix pour et 32 contre. Mais cette victoire a eu besoin toutefois du concours des voix de la droite, puisqu'au Sénat, les socialistes ne sont pas majoritaires seuls. Or, ont voté contre les 20 sénateurs du groupe communiste, 5 écologistes, 3 irréductibles socialistes et 2 membres du groupe RDSE. Parmi eux, Jean-Pierre Chevènement, qui pleure, et le mot est faible, la perte de souveraineté que représente le traité pour le Parlement national. C'est un suicide assisté dans une sorte d'indifférence molle. Il ne restera pas grand-chose, croyez-moi, des prérogatives du Parlement en matière budgétaire, par conséquent, de son droit d'initiative. C'était toi. Et au Sénat, pendant les 2 jours qu'ont duré les débats, les interventions ont souvent pris un tour technique à droite comme à gauche, portant par exemple sur le déficit structurel limité à 0,5% du PIB ou encore sur le corset budgétaire imposé par le texte. Mais il a aussi été question d'Europe dans l'hémicycle, de l'idée de l'Europe. Et ça, c'était important en cette période de crise où les Grecs, par exemple, accusent l'Europe et surtout l'Allemagne d'être responsables de leurs maux actuels. Bernard Cazeneuve, lui, voit dans le traité le moyen de réconcilier ces peuples avec l'idée européenne. On ne fera pas adhérer à l'Europe les peuples de Grèce, d'Espagne et d'Italie qui souffrent en leur disant « vous souffrez terriblement de l'austérité, mais nous avons un remède, une convention et un référendum ». Non, ça ne marchera pas. Si nous voulons que ces peuples réadhèrent à l'Europe, il faut des solutions à la crise qui permettent à ces peuples d'être épargnés de l'austérité. Alors en ce jour où l'Union européenne a reçu le prix Nobel de la paix, cette récompense sonne donc comme un encouragement mais aussi comme un appel au rêve européen, une dimension qui a un petit peu manqué peut-être pendant ces débats sénatoriaux. Merci Tam. Le reste de l'actualité parlementaire au Sénat vous est résumé par Nadia Balromari. Cette semaine a été dominée par le vote jeudi du traité budgétaire européen, mais les sénateurs ont aussi adopté d'autres textes. Un an de gagné pour les industriels, un an de perdu pour la santé publique. Contredisant les députés, les sénateurs mardi ont décidé de repousser d'1 an l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Une exception tout de même. Pour les enfants de moins de 3 ans, le Sénat a maintenu l'interdiction à 2013. Certains ont agité le spectre des lobbies contre l'interdiction du bisphénol A et des lobbies qui auraient obtenu le report d'1 an de l'interdiction dans tous les contenants alimentaires. En réalité, c'est un faux débat. C'est logique d'avoir des garanties sur l'innocuité des produits de substitution. Ce composé chimique utilisé depuis 40 ans pour le conditionnement de nombreux produits est un perturbateur endocrinien. Mais pour les industriels, c'est surtout un marché gigantesque. Le bisphénol A est à l'heure actuelle l'un des produits chimiques les plus produits au monde, avec plus de 3 800 000 tonnes par an, pour un marché mondial de 6 milliards de dollars. Les professionnels ont donc 3 ans pour trouver des produits de substitution, sans danger pour la santé. La loi sur le logement social a failli ne pas être votée par le Sénat, les radicaux menaçant de s'abstenir. À peine née, elle est à nouveau remise en cause. Mercredi, l'opposition UMP centriste au Sénat a saisi le Conseil constitutionnel. Nous ne sommes pas très satisfaits. Le Sénat n'a pas l'habitude de travailler comme ça, sous la pression. Une opposition plus technique que politique, selon Jean-Claude Gaudin, mais qui constitue tout de même une première depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008. Ce recours porte en effet exclusivement sur la procédure parlementaire qui a conduit à son adoption. C'était une des promesses de campagne de François Hollande, mettre en place une tarification progressive sur le gaz et l'électricité consommés par les ménages, avec un principe simple, plus on consomme, plus on paie. Pourtant, le gouvernement vient de reporter le vote du texte. La séance publique est prévue le mardi 30 octobre, après-midi et soir. Les sénateurs communistes ne sont pas favorables à ce texte, ce qui, compte tenu de leur nombre au Sénat, contribuerait à l'échec du vote. En cause, le bonus-malus qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la diversité des situations des foyers ou de la qualité d'isolation des bâtiments. Le mois dernier, en réponse au drame de Toulouse et Montauban, François Hollande avait déclaré vouloir compléter l'arsenal juridique français contre le terrorisme. Une volonté que la commission des lois du Sénat a mis en texte mercredi et qui fera l'objet d'un débat en séance publique dès lundi. Principale cible, les Français commettant des actes de terrorisme à l'étranger ou ceux partant s'y entraîner au djihad.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, à nous le Sénat. Delphine Girard questionne le sénateur de l'Essonne, Vincent Delahaye. Très bonne soirée sur Public Sénat. On a réduit pendant plusieurs décennies la consommation des fruits et légumes, des produits céréaliers complets, donc des aliments qui étaient les plus favorables. Industriels de l'agroalimentaire et pouvoirs publics se livrent un bras de fer au-dessus de nos assiettes, avec en ligne de mire la lutte contre l'obésité. Aux gens qui disent que le lobbying n'est pas une source d'inquiétude, je choisis moi-même ce que je veux penser, je réponds, pourquoi des entreprises dépenseraient-elles des milliards d'euros si cela n'avait aucun impact? Les alimenteurs, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Vincent Delahaye, bonjour. Alors vous avez été élu sénateur en septembre 2011. Vous étiez déjà maire de Massy à l'époque. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à cette élection sénatoriale? J'avais envie de prolonger mon action de maire avec un mandat parlementaire pour d'abord avoir de l'influence sur les lois et sur les textes qui sont votés, que je trouve souvent beaucoup trop nombreux, ces textes, et avec des normes et des règlements qui sont souvent assez pesants pour les élus locaux. Donc, alors justement, qu'est-ce que ça vous apporte de plus, ce mandat de sénateur? On change de dimension. Quand on devient sénateur, vis-à-vis des habitants, d'un seul coup, leur maire est devenu sénateur. C'est quelqu'un d'important qui a un rôle au niveau national et ils sont fiers. Vous aviez quelle image du Sénat avant d'être élu sénateur? On a toujours l'image extérieure un peu poussiéreuse d'une assemblée un peu âgée qui travaille. Quand même. Moi, j'avais cette image-là d'un Sénat qui travaille, mais entre guillemets, un peu plan-plan, peut-être. Je pense que la nouvelle génération est là aussi pour faire en sorte que le Sénat soit un peu plus dynamique. Si je peux être utile, effectivement, à faire en sorte que le Sénat soit plus apprécié des Français, qu'ils la connaissent mieux, qui ne connaissent pas que les avantages des sénateurs, qui sont souvent surévalués, parce que moi, on me dit toujours, vous avez une voiture de fonction avec chauffeur, ce qui n'est pas vrai du tout, en fait. Donc moi, je viens en RER, j'ai la chance de pouvoir venir en RER, donc je rencontre beaucoup de gens aussi dans le RER, ce qui est pas mal. Une réforme du Sénat en priorité, ce serait laquelle? Ce qui m'a choqué, et ce que je verrais bien modifier, c'est le mode de scrutin à l'intérieur de l'hémicycle et du Sénat. Je trouve anormal qu'un homme ou une femme puisse voter pour 130. Je trouve qu'on aurait un pouvoir chacun, ça obligerait à avoir plus de présence. Ça, l'absentéisme, c'est quelque chose qui vous a marqué quand vous êtes arrivé aussi? C'est quelque chose qui me marque, moi. C'est quelque chose qui me marque. Alors quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « Ah oui, mais on va quand même pas pointer ». Moi, je trouve que c'est pas gênant. On a un badge, c'est pas très difficile de pointer. Il y a beaucoup de nos concitoyens qui le font dans leur vie quotidienne, dans leur travail. Moi, on me demanderait de pointer, ça ne me gênerait pas, dans l'hémicycle, dans les réunions de groupe, dans la commission des finances, et puis voilà, on sait combien de temps on a passé ici, on met un quota par semaine, et puis on sait, voilà, et puis on est rémunéré en fonction de notre présence. Racontez-moi comment vous avez pu obtenir une place ici dans la commission des finances. Normalement, pour un nouvel arrivant, c'est pas acquis. C'était pas acquis, effectivement, parce que le groupe Union Centriste et Républicaine avait 4 places et il y avait 3 anciens, donc il n'y avait qu'une place pour un nouveau et on était plusieurs à souhaiter être membre de cette commission des finances. J'ai beaucoup assisté, j'ai travaillé auprès de Jean Arthuis et de Françoise Oqueto pendant les 2 jours qui ont précédé la nomination et j'étais content qu'il m'ait retenu. Est-ce que c'est facile de se faire sa place dans cette commission ? Moi, j'ai pas eu l'impression que c'était super difficile. Alors, après, on découvre le budget. Moi, j'ai découvert le budget, donc pas très facile à appréhender tout de suite. En même temps, moi, j'avais quelques idées quand même sur ce qu'il convenait de faire, et notamment au niveau des dépenses. Moi, je suis très attaché à la réduction de la dépense, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai examiné les budgets, j'ai essayé de voir ce que l'on pouvait faire comme proposition de réduction de dépenses ou comme dépenses non obligatoires ou non urgentes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou du moins écouté ? J'ai été écouté. Après, entendu, je trouve que mes amis parlementaires sont peut-être un peu
un peu frileux sur le plan et puis assez peu imaginatifs sur le plan des réductions de dépenses. Ils sont très imaginatifs quand il s'agit de créer des nouvelles taxes et sur le plan de la réduction de la dépense, c'est beaucoup plus difficile. Et on sent beaucoup de frilosité et de peur, je dirais presque, alors que ça fait partie du rôle normal d'un élu que de chercher aussi des économies. Quand la justice se trompe, c'est leur faute. Mais quand elle fait bien son travail, on ne dit jamais qu'ils y ont contribué. Dans les procès, ils sont les méchants. Ceux qui accusent, on les dit tout-puissants, mais comme ils sont nommés par les gouvernements, on soupçonne qu'ils sont aux ordres. On n'entend jamais les procureurs. Que font-ils tous les jours? Public Sénat ouvre le débat. Quand les procureurs se présentent comme les avocats de la loi, devons-nous les croire? Le débat, présenté par Dominique Souchier, demain à 23h sur Public Sénat.